Allez, on plonge directement dans un sujet absolument clé pour quiconque travaille dans le logiciel, la gestion des défauts. C'est vraiment un des piliers de la certification ISTQB. Et c'est pas pour rien. Qu'on soit testeur, chef de projet ou développeur, savoir piloter un bug de A à Z, de sa découverte jusqu'à sa correction, c'est vraiment ce qui distingue un bon produit d'un produit excellent. Voilà la question. Un bug et hop, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse à cette simple question peut faire la différence entre un projet qui avance tranquillement et un projet qui, disons-le, part complètement en vrille. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, quel est notre plan de match? On va commencer par la base. Pourquoi est-ce que c'est important? Ensuite, on suivra le parcours classique d'un défaut, son cycle de vie. Puis, on va disséquer ce qui fait un rapport de bug parfait. On verra aussi comment tout ça s'applique dans les contextes agiles et hybrides. Et pour finir, le clou du spectacle. Comment transformer ces satanés bugs en véritables opportunités. Bon, première étape, le pourquoi. Franchement, pourquoi s'embêter avec tout un processus? On pourrait juste crier « Eh, il y a un truc qui marche pas » aux développeurs d'à côté, non? Eh bien, la réponse est simple. Pour éviter le chaos. Imaginez le scénario catastrophe. Un bug critique est découvert. Sans processus, c'est la panique à bord. Qui s'en occupe? Est-ce que c'est plus urgent que les autres? Est-ce que quelqu'un travaille déjà dessus? Bref, c'est le bazar. Un processus clair, c'est tout le contraire. Ça garantit que chaque anomalie est tracée, priorisée et adressée de la bonne manière. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de la communication entre les équipes de test et de développement. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Chaque bug, il a sa propre petite vie, son propre parcours. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du défaut. Vous voyez ça un peu comme le GPS qui guide une anomalie, de sa découverte jusqu'à sa disparition, sans qu'elle se perde en chemin. Alors, voilà le chemin idéal, le happy path comme on dit. Tout commence quand le bug est découvert. Il passe au statut ouvert. Ensuite, un développeur s'en saisit, il passe en cours d'analyse ou de correction. Une fois le code modifié, il est résolu. Mais attention, c'est pas fini. L'équipe de test reprend la main pour le rétester. Si et seulement si la correction fonctionne, alors le défaut peut enfin être fermé. Ouf, mission accomplie. Mais bon, la réalité, c'est souvent un peu plus pimenté. On voit bien les deux cas de figure ici. À gauche, c'est le parcours parfait. À droite, c'est le rebondissement. Le retest échoue. La correction n'a pas marché ou a cassé autre chose. Du coup, le défaut est réouvert et là on retourne quasiment à la case départ. Ça montre bien à quel point un suivi rigoureux est indispensable. Ok, on a le processus. Mais l'arme numéro 1 du testeur dans cette histoire, c'est quoi? C'est le rapport de défaut lui-même. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. La qualité d'un rapport de bug a un impact direct sur la rapidité de sa correction. L'objectif est simple. Clarté et efficacité. Un bon rapport, ce n'est pas un acte d'accusation, c'est une carte au trésor. Il doit donner aux développeurs toutes les clés pour qu'ils puissent reproduire le problème en 2 temps 3 mouvements et le corriger sans avoir besoin de poser 1000 questions. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce fameux rapport parfait? Eh bien, il y a des incontournables. Un titre qui résume tout, super clair. Les étapes pour reproduire le GOG. Et là, il faut être ultra précis, pas d'à peu près. La comparaison entre ce qu'on attendait et ce qu'on a eu. Le fameux expected versus actual. Où est-ce que ça se passe exactement? Et bien sûr, la sévérité. Est-ce que c'est juste un truc cosmétique ou est-ce que ça fait tout planter? Bref, il faut être complet. Ah, et là, attention, point crucial. Il ne faut jamais confondre sévérité et priorité. La sévérité, c'est l'impact technique. Un crash complet du système, c'est une sévérité maximale. La priorité, c'est l'urgence pour le business. Une petite faute de frappe sur la page d'accueil, techniquement, la sévérité est quasi nulle. Mais si ça nuit à l'image de marque, la priorité pour corriger sera super élevée. C'est une distinction fondamentale. Bien sûr, le monde du développement logiciel, ça bouge constamment. Alors regardons un peu comment cette gestion des défauts s'adapte aux méthodes de travail modernes, comme l'agile ou les modèles hybrides. Le changement est assez radical. D'un côté, dans les approches traditionnelles, on a un processus très formel, parfois avec des comités de revue des bugs. De l'autre, en agile, on est dans l'informel, la discussion directe. Souvent, un rapport de bugs super détaillé est remplacé par une simple conversation, et le défaut est ajouté au backlog de l'équipe, au même titre qu'une nouvelle fonctionnalité. Et quand on est en mode hybride, c'est encore une autre histoire. Le grand défi, c'est la synchronisation. Il faut imaginer que l'équipe agile, c'est un peu un hors-bord, super rapide et agile, alors que le projet global, c'est un énorme paquebot qui suit un cap bien défini. Le hors-bord doit pouvoir explorer et réagir vite, mais il doit absolument rester aligné sur la destination du paquebot. La communication est donc encore plus vitale pour que tout le monde aille dans la même direction. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus transformatrice. Et si on arrêtait de voir les défauts comme de simples problèmes? Et si on commençait à les voir comme une mine d'informations précieuses? Cette phrase résume parfaitement ce changement de mentalité. Un défaut, ce n'est pas juste une erreur à corriger, c'est un symptôme. C'est le système qui nous envoie un message.
En analysant ces symptômes, on peut remonter à la source du mal et améliorer tout le processus pour que ce genre de problème n'arrive plus. Comment on fait concrètement ? On enfile notre casquette de détective. En analysant l'ensemble des défauts, on commence à voir des motifs. Tiens, bizarre, 30% des bugs viennent de ce module en particulier. Cette information, c'est de l'or. Ça nous permet de trouver les points faibles, de faire une analyse des causes profondes et de passer d'une posture où on subit les problèmes à une posture où on les anticipe. C'est ce qu'on appelle l'analyse des causes racines. C'est vraiment la pratique la plus efficace pour s'améliorer sur le long terme. Le but n'est pas de trouver un coupable, mais de comprendre le pourquoi derrière le quoi. Pourquoi ce défaut a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? La réponse à cette question est la clé de l'amélioration continue. Et on termine là-dessus, la prochaine fois qu'un défaut pointera le bout de son nez, la perspective sera peut-être différente. Le verra-t-on comme une simple corvée à régler au plus vite, ou comme une chance incroyable de rendre tout le système plus fort, plus robuste ? Le choix de cette perspective, au fond, c'est ça qui définit la maturité d'une équipe de développement. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup.